Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin dans la définition du jour. Nous parlerons donc de la CLCAM avec Bertie Akochaye. L'horoscope du jour sera signé Chimène Dadé. Le bulletin matinal d'information et la une des journaux seront présentés par Kader Achirou. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nadia. Avec vous, nous ferons le débat sur Free Matin. Nous parlerons donc de l'an 1 de la Fédération béninoise de football avec l'équipe de Mathurin Deschacus dans un instant sur Free Matin. Tout à fait. Larios Adjagbenon, vous êtes également installé pour les sports. Bonjour. Oui, bonjour Nadia. Nous parlerons du camp de vacances Omnisport en 2019 initié par l'ONG Flourish and Play. Quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Voici la pub sur Free Matin. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Nous vous invitons à présent à suivre la une des journaux suivie du bulletin matinal d'information sur Free Matin. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons ce matin la une des journaux par le quotidien Matin Libre qui titre en manchette ce matin « Rencontre en marge du sommet de la TICAD, Patrice Talon et Mohamed Bouhari, l'heure de vérité selon le confrère des précisions » à la page 2 de sa parution du jour. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, montée des eaux dans la Liborie, 2 décès par noyade à Banikwara. Des détails à la page 9 de sa parution du jour. Nous passons à présent au quotidien La Dépêche qui titre en manchette ce matin « Déploiement de la phase pilote de l'assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Des agents enquêteurs impayés depuis des mois selon des investigations du confrère. » Plus de précisions à la page 3 de sa parution du jour. En deuxième titre à la une de La Dépêche de ce matin, fermeture des frontières et rencontre entre Bouhari et Talon à Yokohama au Japon. Une rencontre tripartite bientôt convoquée. Des détails dans l'école de la parution du jour du Canard. L'actualité en manchette ce matin, titre succès de l'évaluation diagnostique organisée par le gouvernement Talon vers la renaissance du système éducatif national. Toujours à la une de l'actualité de ce matin, ouverture de la deuxième session de l'Assemblée générale du CSDS, harmoniser les points de vue pour une bonne conduite des activités académiques de la rentrée prochaine. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le challenge en manchette ce matin, face à la situation de restriction à la frontière bénino-nigériane, Patrice Talon et rencontre Mohamed Bouhari pour lever l'imbroglio. Bientôt un ouf de soulagement pour les populations. Toujours à la une de le challenge de ce matin, grande retombée de la TICAD 7 pour le Bénin, construction d'un échangeur au carrefour Toyota, accueil du forum de la TICAD 8 en 2022, grand projet dans le domaine de l'aquaculture. Le pays émergent en manchette ce matin, conférence des chefs d'État sur le développement de l'Afrique au Japon. Talon plaide pour la réouverture des frontières. Mohamed Bouhari promet, mais 3 points de suspension. Le PCB dénonce l'inaction affichée du pouvoir Talon. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Nous restons à la une du jour de Le Pays émergent. Détournement des fonds des plaques d'immatriculation des motos. Le maire Moutawa Kirou Winyan de Gogounou au cœur d'un scandale. Il est accusé d'avoir détourné des fonds de 1082 plaques de moto sans l'ANAT. Le procureur Gilbert Ruch Togboulot de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est affiché à la une, comme vous pouvez l'apercevoir. Chers amis internautes, autonomie énergétique au Bénin. La centrale Maria Gleta 2 prête à consommer, le joyau inauguré ce jour. Nous passons à présent au quotidien
L'Indépendant en marge du sommet international TICAD 7 au Japon, tête à tête entre Talon et Boari pour l'ouverture des frontières. Le gouvernement sensible aux souffrances des opérateurs économiques, constate le confrère. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, lutte contre les crimes économiques au Bénin, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme boucle un an de travail satisfaisant. Le matinal TICAD 2019, Talon admiré pour son courage politique. Des détails aux pages 8 et 11 de la parution du Jour du Canard. Et toujours à la une de le matin de ce matin, reprise du rançonnement sur les axes routiers. Le directeur général de la police républicaine rappelle sa troupe à l'ordre. Des détails à la page 2 de la parution du Jour du Canard. Nous passons au quotidien Soleil Levant qui titre rançonnement lors des patrouilles policières. Le DGPR, Soumaïla Yaya, met en garde ces éléments. Toujours à la une le Soleil Levant, TICAD 7. Talon ici, Wadaï là-bas, le Bénin se vend très bien aux investisseurs japonais. Le Bénin est stable et sûr, il y a de nombreuses opportunités selon le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadaï. Kini en manchette ce matin parle de remise de prix aux lauréats des concours ludiques Graines de Baobab. L'Union progressiste valorise le mérite de la jeunesse. Un maxi big up pour le président Bruno Amoussou et aux autres leaders du parti. Des détails dans les colonnes de la parution du Jour du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré qui titre en manchette ce matin. Échange entre Wadaï et les hommes d'affaires japonais. Le Bénin prêt à accueillir les industries de transformation. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Coopération bénino-japonaise. Les grandes rencontres de Talon. Les détails sur la coopération. Talon décroche des investisseurs. Des détails dans les colonnes de la parution du Jour du Canard. Et toujours à la une de Le Béninois libéré, escroquerie, trafic d'influence et corruption à Dantokpa. Après les CIA et si Talon tapait dans la fourmilière, des chefs quartiers escrocs, recommande le confrère. Point média à présent, fermeture des frontières nigérianes avec le Bénin. Yahi doit donner des cours de diplomatie, 10 ans sans grincement de dents avec les voisins, selon le confrère de Point Média. 5 minutes pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Fermeture des frontières bénino-nigérianes. Les secteurs les plus touchés vous sont proposés à la page 3 de la parution du Jour du Canard. Le chef de l'État, Patrice Talon, participe depuis ce mercredi 28 août 2019 à la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD à Yokohama, au Japon. Placé sous le thème « Fait progresser le développement de l'Afrique en recourant au peuple, à la technologie et à l'innovation », cette rencontre au sommet des dirigeants africains et japonais, dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre Nippon Shinzo Abe, se définit comme la foi du Japon en l'Afrique. Une conviction exprimée par le Premier ministre qui fait de la TICAD la boussole des relations entre le Japon et l'Afrique. En marge de cette édition de la TICAD, le chef de l'État béninois a eu des entretiens avec ses homologues Muhammadu Buhari du Nigeria, Roch Marc Christian Kabouré du Burkina Faso et Mamadou Issifou du Niger. Au cœur des échanges entre ces différents chefs d'État, entre ces différents hommes d'État, la coopération bilatérale. Le président Patrice Talon est également l'objet de nombreuses sollicitations de diverses organisations et grands groupes qui sont fascinés par les réformes qu'il a engagées à la tête du pays. Aussi enchaîne-t-il les audiences et les séances de travail. Les travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée générale du Conseil sectoriel pour le dialogue social CSDS du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle sont en cours depuis ce mardi 27 août à Boycon. Ces travaux qui se tiennent à la veille de la rentrée scolaire 2019-2020 visent surtout à harmoniser les points de vue sur une bonne conduite des activités académiques de la rentrée prochaine. Du mardi 27 au jeudi 29 août, les participants auront abordé les questions liées aux dispositions pratiques à prendre pour assurer une bonne rentrée académique et un meilleur rendement aux examens de l'année scolaire 2019-2020. Il s'agit principalement du point du niveau d'exécution des recommandations issues de la première session ordinaire de l'année 2019, du point des préparatifs de la rentrée scolaire au niveau des différentes structures du ministère pour une rentrée scolaire apaisée. Et outre cela, deux communications vont également nourrir les débats. La première est relative aux avancées de l'une des réformes majeures dans le secteur de l'éducation et portera sur le modèle du collège et la stratégie de l'ETFP. La seconde communication portera sur l'organisation des activités de pré-rentrée dans les établissements de l'enseignement du second degré, la responsabilité des enseignants et de l'administration scolaire.
C'était quelques brèves pour démarrer ce bulletin matinal d'information. Il existe désormais 47 structures privées d'enseignement supérieur au Bénin autorisées à ouvrir leurs portes pour le compte de la rentrée académique 2019-2020. Selon le professeur Dodji Hippolyte Amouzouvi, ces établissements préévoqués ont reçu un avis favorable du Conseil consultatif national de l'enseignement supérieur au régime d'ouverture et d'agrément. Pour plus d'explications, je vous invite à suivre Dodji Amouzouvi, directeur des établissements privés d'enseignement supérieur, au micro de nos reporters. Je dois dire au chiffre près que 17 sur 20 établissements ont renouvelé leur agrément. Nous étions 20 l'année dernière, 17 ont renouvelé leur agrément, 3 ont eu l'agrément réservé. Ils pourront lever la réserve si ce qu'on leur reproche est corrigé. Sinon, 17. Mais cette année, il y a 9 nouveaux établissements qui se sont ajoutés. Grosso modo, on dira donc que 26 établissements privés d'enseignement supérieur et universités privées ont l'agrément, 3 réservés, donc un total de 29. Sur ce total de 29, il y a des spécificités. Il y a 4 qui ont reçu l'agrément cette année avec un délai de 2 ans pour leur permettre de réaliser ce qu'on leur veut. Donc, c'est une main tendue qu'on leur a faite et on attend qu'à l'intérieur de ce délai, ils puissent se conformer, sinon ce sera retiré. Il y a 14 établissements privés d'enseignement supérieur qui sont en sursis d'1 an. Parce qu'il y a un ensemble de choses qu'on leur reproche, qu'on leur a reproché l'année dernière. S'ils ne se corrigent pas, l'année prochaine, on va le leur retirer. Ça signifie quoi? Nous avons théoriquement 29 établissements privés d'enseignement supérieur qui ont reçu peu ou prou l'agrément et qui sont en phase avec les tests de la République. Si tout va bien, et j'insiste parce que c'est la liste provisoire, si tout va bien et que des réclamations ne viennent pas remonter d'autres, nous resterons sur ces 29-là. Si les réserves ne sont pas levées, nous baisserons et nous reviendrons moins de 29. Je ne peux pas dire, mais il y a 3 qui sont dans le couloir de la réserve. J'espère que ces réserves seront levées et ils seront 29 à être agréés. À côté des établissements agréés, il y a 14 autres qui ont été autorisés à poursuivre l'ouverture. C'est-à-dire que c'est des établissements qui sont créés il y a moins de 4 ans, à qui on ne peut pas encore imposer le retrait d'ouverture parce qu'ils n'ont pas fini leur délai légal ou réglementaire. Et ils sont de divers ordres. Selon l'âge de création ou l'année d'ouverture, ils finiront les 4 ans l'année prochaine, ils finiront dans 2 ans, ils finiront dans 3 ans. Et eux aussi, s'ils ne passent pas l'agrément, ils iront à la casse ou s'ils passent l'agrément, ils vont évoluer normalement. Ils sont donc 14. Parmi ces 14, il faut avouer qu'il y a au moins 4 qui sont déjà agréés et c'est pour certaines filières qu'ils sont dans l'ouverture. Donc on ne va pas faire l'addition, le calcul mathématique pour dire donc 29 plus 14, non. On dira tout au plus 29 plus 10. Il y a 4 autres qui sont déjà parmi les agréés. À côté donc de ces 14, nous avons 3 autres établissements, ou plus précisément 4 autres établissements privés d'enseignement supérieur qui ont reçu l'ouverture au cours de la session du 30 juillet, dont un réservé. Alors, si vous faites le point le plus optimiste possible, les structures privées d'enseignement supérieur au Bénin tournent aujourd'hui autour de 47, contrairement à 200 et plus que nous avions eu. Nous sommes 47 à la date d'aujourd'hui avec les 4 que nous venons d'autoriser, les 14 dont 10 qui poursuivent leur ouverture et les 29 qui sont dans le sillage des agréments. Certains auront leur arrêté
définitif parce qu'on ne leur reproche rien. D'autres, ils vont relever d'abord la réserve avant qu'on ne puisse leur accorder l'autorisation ou l'arrêté d'agrément. Restons avec le professeur Dodji Hippolyte Amouzouvi, directeur des établissements privés d'enseignement supérieur, qui détaille au micro de nos reporters les différentes étapes et conditions requises pour l'obtention des régimes d'ouverture, d'agrément et d'homologation. Suivons-le. Quand on lit les tests que je viens d'évoquer, c'est-à-dire là, le décret 818 du 31 décembre 2008 et son arrêté d'application, l'arrêté 350 de juillet 2014, on se rend compte que les établissements privés d'enseignement supérieur fonctionnent sur la base de 3 régimes. Il y a le régime d'ouverture, il y a le régime d'agrément et puis il y a le régime d'homologation. Le régime d'ouverture, c'est un régime essentiellement précaire qui dure 4 ans, c'est-à-dire 2 ans, renouvelable une fois. Au bout de ces 4 ans, si vous ne passez pas le régime d'agrément, on vous retire l'ouverture. Donc, 2 ans après votre ouverture, vous avez la possibilité de solliciter l'agrément. C'est pour cela qu'on dit la filière pour être agréée doit avoir fonctionné consécutivement pendant 2 ans au moins. L'agrément, c'est la deuxième étape de confort plus ou moins permanent, plus ou moins irréversible, tant que vous ne commettez pas de bévues, de manquements, de fautes lourdes, etc., etc., etc. Il faut savoir que aussi bien l'ouverture, l'agrément et l'homologation peuvent vous être retirés à tout moment selon les conditions prévues par les lois. Maintenant, le troisième régime qui est le régime terminal, c'est le régime d'homologation. Je me plais de manière pédagogique à dire, vous devenez un peu l'homologue des établissements publics, des universités publiques. Et vous signez au nom de l'État vos propres diplômes. Évidemment, l'administration, le ministère, il est là pour vous accompagner, pour inspecter, pour évaluer, pour voir tout ce que vous faites. Et enfin, savoir si oui ou non, vous pourriez en son nom signer ces diplômes. Mais tant que vous n'avez pas atteint ce régime d'homologation, vous ne pouvez pas vous-même signer, un peu comme les universités publiques, l'UAC, l'UNA et Paraco, signent les diplômes, signent les attestations au nom de l'État. Donc, il est prévu que les privés aussi puissent le faire une fois qu'ils auraient atteint le régime d'homologation. En entendant cela, c'est les examens nationaux qui permettent de valider in fine les diplômes que les étudiants qui ont fréquenté les établissements privés d'enseignement supérieur obtiennent. Bientôt la rentrée des classes, les préparatifs vont bon train et les cours de vacances tirent à leur fin. Quelle utilité pour les apprenants d'avoir sacrifié les vacances dans les salles de classe? Un enseignant explique au micro de nos reporters. À travers les cours de vacances, l'apprenant peut déjà, dans un premier temps, ne pas se sentir trop stressé au début de la rentrée. C'est-à-dire que l'apprenant, du moins, peut se sentir déjà dans un milieu un peu plus confortable, et un peu plus à l'aise pour amorcer déjà l'année scolaire. Les cours de vacances, je ne pense pas qu'ils sont obligatoires pour les enfants, non. Pour certains enfants, je n'y pense pas du tout. Mais pour d'autres, je pense qu'il le faut. Il le faut vraiment. Parce qu'il y a certains élèves, au début de la rentrée, ils sont beaucoup plus stressés. Donc, en faisant ces cours de vacances, ça leur permet de se relancer dans le jeu et d'être moins stressés pour bien amorcer l'année scolaire. Mais pour des élèves, il y a certains élèves qui s'en sortent beaucoup bien. Et ces gens d'élèves n'ont pas trop besoin de ces cours de vacances-là pour commencer une année, parce que c'est des élèves qui sont déjà formatés par la nature, du moins. Les cours de vacances sont d'abord un temps préparatoire pour l'apprenant, doit permettre à l'apprenant de se préparer pour la rentrée. Pendant les cours de vacances, ce n'est pas tout le programme de l'année qu'on exécute, mais on s'appuie sur certains éléments particuliers pour permettre à l'apprenant de ne pas oublier ce qui sera fait et de garder pour l'essentiel tout le long de l'année. Oui, vous savez, nous avons plusieurs types d'apprenants.
il y a certains apprenants, même sans cours de vacances, ils peuvent travailler facilement pendant l'année scolaire. Mais les cours de vacances, je dis, sont importants parce que les apprenants que nous avons aujourd'hui, pour la plupart, ils oublient. Ils oublient et nous sommes obligés de revenir sur les notions passées, les notions de l'année antérieure et insister là-dessus pour qu'ils puissent garder et que lorsque la rentrée va commencer, qu'ils puissent réagir convenablement. Les cours de vacances permettent d'occuper les enfants pendant ces longues vacances-là pour les maintenir toujours dans l'esprit de l'école, pour qu'ils n'oublient pas, qu'ils n'abandonnent pas cahiers et tous les documents, qu'ils restent encore dans le champ de l'année de l'école pour pouvoir tenir à la rentrée prochaine. Donc les cours de vacances ne sont pas obligatoires, mais c'est toujours bien, dès qu'on a la possibilité de faire, c'est toujours bien de faire. Ça permet, comme je disais tout à l'heure, là, de se remettre à niveau, de tenir dans le coup, parce que le problème est lié au fait que les vacances, c'est vrai, depuis 2016, on a remarqué que les vacances sont réduites. Sinon, contrairement aux années antérieures où on avait de longues vacances, l'enfant est plongé dans ses distractions pendant 3 et parfois même 3 mois et demi, voire 4. Et il oublie tout ce qu'il a appris à l'école. Il n'est plus au contact du cahier, des documents. Et puis ce qui fait qu'à la reprise, ils ont d'énormes difficultés à se retrouver, à s'insérer dans la réalité scolaire afin de pouvoir réussir le travail académique. Et donc les cours de vacances visent donc alors à les rapprocher de leurs documents et à leur donner les préliminaires de la classe prochaine pour qu'il n'y ait pas de difficultés pour affronter cette classe. Tout au moins réussir le premier trimestre ou le premier semestre, d'accord, avant de rentrer encore dans les autres activités académiques. Je fais un cours de vacances pour renforcer déjà le niveau acquis précédemment et acquérir aussi de nouvelles connaissances. Bien sûr, ça me permet de préparer l'année scolaire parce qu'il y a les nouvelles connaissances acquises, il faut que je l'ai déjà. Si je l'ai déjà avant la rentrée, ça me permet de bien me préparer et savoir comment m'y prendre. Les professeurs, ils viennent, ils nous expliquent les cours, on reçoit quelques exercices qu'on essaye nous-mêmes de traiter à la maison, on essaye de rechercher nous-mêmes parce que quand nous-mêmes nous cherchons, ça nous permet de mieux garder ce que nous-mêmes nous avons cherché. Et de là, on vient ensemble à la plénière et on corrige ensemble. Chacun sait ce qu'il a eu à faire comme erreur et on se corrige. On a déjà fait la philosophie, la mathématique, la SVT, l'économie et l'histoire géo. Je fais les cours de vacances pour m'améliorer, pour savoir quelles sont les séances qui veulent commencer au cours de la rentrée. Là, sans me poser des questions, je peux connaître les réponses. Voilà. J'ai fait les maths, le CT, le français. Je fais les cours de vacances pour améliorer l'étude et pour que l'année prochaine, pendant la rentrée, je puisse bien comprendre sans qu'on me pose les questions. Et déjà fait pendant les cours de vacances, je sois incapable de les répondre. Donc, je dois être rapide et habile de les répondre. C'est pourquoi je viens aux cours de vacances. Les vacances se passent très bien. On vient à 8h et déjà à midi, on finit les cours de vacances. J'ai fait la maths et le français, le PCT. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour l'attention. On se retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Zoom sur la CLCAM dans la rubrique définition du jour avec Bertie Akochaye. Bonjour chers amis internautes et bienvenue sur la définition du jour. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de la CLCAM, mais avant, écoutons quelques citoyens qui ont essayé de définir ce sigle. J'en ai entendu parler, mais il me semble que je ne me rappelle plus au fait. Je ne sais pas, c'est peut-être des trucs de finance, banque, mais je ne sais pas. Hein? La CLCAM, bon, c'est un champ de microcrédit qui fait de prêts à tout le monde dans le Bénin.
dans notre pays, le Bénin. La CELCAM, c'est une institution financière qui octroie des prêts aux femmes démunies de la société. Si je ne me trompe pas, c'est une caisse locale de crédit agricole mutuel. Qui va en aide aux cultivateurs, les promoteurs agricoles. Donc nos paysans qui sont dans les coins reculés, c'est eux qui se servent de cette structure pour leurs activités. La Caisse locale de crédit agricole mutuel CELCAM est créée en 1977 et gérée par la Caisse nationale de crédit agricole CNCA, dont l'objectif était d'offrir des services d'épargne et de crédit aussi bien qu'aux agriculteurs qu'aux fonctionnaires et entrepreneurs. Elle dispose de plusieurs bureaux à travers le pays qui sont des structures d'épargne et de crédit dans les arrondissements et les communes avec des points de service. Sa mission est offrir aux populations rurales et urbaines des services financiers et non financiers décentralisés afin d'améliorer leurs conditions de vie tout en assurant la pérennité du réseau. Le réseau couvre toute l'étendue du territoire national béninois et de ce fait intervient à la fois en milieu rural comme en milieu urbain. Pour remplir sa mission, la Caisse locale de crédit agricole et mutuel CELCAM a adopté une politique de proximité à travers une large implantation dans le pays en couvrant l'ensemble du territoire national. Chers amis internautes, voilà, c'est tout pour la définition de ce jour. Merci de nous avoir suivis et bonne journée à tous. Les prévisions astrologiques à présent avec Chimène Dadé. Bonjour amis internautes, découvrons à l'instant le message des astres. Tout d'abord avec les béliers, vous découvrez une âme altruiste et ressentez tout d'un coup le besoin de donner à votre entourage. Surtout n'allez pas au-delà de vos moyens. Natif du signe taureau, votre relation amoureuse semble vous peser. Il est temps de vous poser et d'avoir une discussion sérieuse avec votre partenaire. Pour les Gémeaux, ce jour sera très fort en émotions, complexes, car une époque se termine, mais l'exaltation du nouveau vous guide. Cancer, aujourd'hui, vous brisez les habitudes avec Pluton qui a besoin d'air. Vous multipliez les occasions de réjouissance. Pour plus de romantisme à Lion, vous vous sentez compris et soutenu par votre partenaire. Vous savez consacrer le temps nécessaire à chacun pour qu'il se sente important à vos yeux. Vierge, la nouvelle lune vous aide à transformer le plan en or, à vous donner les moyens de bouleverser votre existence pour mener à bien vos projets professionnels. Maintenant, avec nos amis Balance, vous avez la possibilité de donner un second souffle à votre amour cette semaine. Il est temps de vous libérer des dictats et du regard des autres. Scorpion, il est temps pour vous de sortir de votre zone de confort et de vous mettre en mobilité. L'inertie ne vous réussit pas du tout. Ouvrez grand les yeux et vos oreilles. Amis Sagittaires, les vibrations énergétiques de la nouvelle lune vous donnent des envies de renouvellement, de changement et de transformation. Exprimez-vous librement. Capricorne, un changement s'opère dans votre manière d'exprimer vos besoins. Allez de l'avant, prenez le train dès qu'il est en marche. Natif du signe Poisson, cette semaine, vous terminez un cycle avant d'en entamer un nouveau. Le mois prochain, l'indulgence et la compréhension sont vos meilleurs amis cette semaine. Et nous terminons bien évidemment avec nos amis Verseau. Verseau, vous voilà à l'orée d'une nouvelle ère. C'est l'occasion rêvée d'entamer une nouvelle démarche et de considérer votre vie comme un vaste terrain de jeu et non comme un immense combat. C'est tout pour l'horoscope de ce jour. Je vous souhaite une très agréable journée. Le débat sur Free Matin, un an déjà donc pour Mathurin Deschacus et son équipe à la tête de la Fédération béninoise de football, Larios Ayagweno, du bon. Oui, on peut dire que
cette nouvelle ère que le football béninois a entamée le 25 août 2018 a donné ses fruits lors de ces 12 premiers mois. Et Mathurin Deschacus a réussi avec ses membres du comité exécutif à repartir à la conquête, j'allais dire, à la conquête du football continental par cette épopée à la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. Il y a également le pari d'un championnat qui a été réussi par ce comité exécutif, le championnat linéaire qu'on a pu organiser au Bénin depuis des lustres. Le championnat est allé juste à son terme. On a connu les champions sur le terrain et non dans les bureaux comme cela a été le cas souvent par le passé. Le comité exécutif dirigé par Mathurin Deschacus a également trouvé des sponsors pour ce championnat, Vitalor qui a accompagné, l'État également qui s'y est mis pour accorder un peu un ouf de soulagement à ces clubs qui ont pris part aux championnats nationaux de Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3. Les divisions amateurs également se sont bien déroulées et on peut dire que pour un premier exercice de Deschacus et son équipe ont réussi quelque chose. Mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, dit-on. Alors, Carles Kitomé, on ne vendait pas cher leur peau dès le départ? Est-ce qu'on peut dire qu'on ne vendait pas cher leur peau? Je dirais non, parce que quand ils venaient, on avait vu que c'est vrai qu'il y avait beaucoup qui étaient déjà dans le football depuis, mais la tête avait changé. C'est vrai que le président n'était pas tout nouveau, mais il n'était pas forcément dans le même siècle que ceux qui étaient là, qui avaient géré le football d'une façon. Il était bel et bien dans le même siècle, puisqu'il était vice-président. Il était vice-président, mais il n'était pas forcément moulé comme les autres, parce que je le sors un peu du lot, parce que les autres, on les a vus tous venir au football, ils sont restés tout le temps. Lui, c'est les autres qui l'ont même amené à un moment donné, donc il était un peu plus observateur avant. Et qui est président des Dragons. Tout à fait. Depuis des années, depuis plus d'une décennie. Oui, mais je ne l'ai pas vu. Moi, je ne l'ai pas vu. Bon, moi, quand je fais référence à beaucoup de choses. Son engagement dans la gestion du football. Ma première référence, c'est l'air et à Diagodo, je dirais par exemple. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le football, qui ont fait partie à Diagodo du football, qui ont été avec lui, qui l'ont fait partie, qui sont toujours là, qui sont toujours dans le comité exécutif, qui sont toujours au poste de décision. Et pendant cette période, moi, je n'avais pas connu de Mathurin Deschacus dans ce cercle-là. C'est l'intrus qui connaissait la maison. Bien sûr. C'est justement ce que je ne voulais pas dire. Il connaissait la maison sans forcément y avoir une main forte. Mais quand il y a eu des problèmes, il est venu lui aussi quand il y a eu des comités pour essayer de gérer un peu les choses. Il s'est retrouvé aussi à la direction. Donc forcément, il a appris autre chose. Il a pris goût, il a voulu apporter quelque chose. Et il faut dire que je crois qu'il a le soutien politique aussi. Parce que quand je vois un peu comment les choses se sont passées pour qu'il devienne président, moi je vois derrière la main de l'autorité qui a voulu quand même changer un peu la tête pour voir ce que ça allait donner. Et je crois que en fait, les autorités béninoises ne se sont pas trompées parce qu'avec lui, on a vu que ce comité-là, il n'est pas trop différent des autres, mais ils ont travaillé avec un peu plus de sérénité. Et ils ont essayé d'être pragmatiques, ce qui nous a permis d'avoir le championnat Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3. Tout ce qu'il fallait, ça s'est passé. On ne va pas dire que c'était rose, mais ça s'est tenu et il n'y a pas eu les querelles de clocher parce que tous les autres avaient des clubs et voulaient forcément que leur club soit champion. Donc les Dragons ne sont pas forcément champions parce que quand les gens qui cherchent veulent être forcément champions, on veut que Soleil soit champion et tout ça a créé de vrais problèmes. Donc au moins, ça nous a épargné de ce genre de problème, ça nous a permis d'aller au bout du championnat. En même temps, l'équipe nationale a pu travailler dans une certaine sérénité. Par le passé, on a toujours reproché le fait qu'on veuille escroquer les joueurs, le fait qu'on sélectionne les joueurs qui sont aptes à céder une partie de leur prime de match. Et donc, je crois que peut-être que ça existe toujours, mais on sent quand même que ça n'a plus trop impacté parce qu'on a vu que les joueurs béninois se sont donnés. À aucun moment, on a eu des problèmes de prime, à aucun moment, on a eu des problèmes de... Bon, il y a eu des petits problèmes qui ont toujours gangréné le football, qui ont été réglés d'une façon, on ne peut pas dire totalement, mais ce n'est peut-être plus perceptible. Et ça nous a permis d'aller en quart de finale. Et quand on prend aujourd'hui la campagne africaine de nos clubs,
nous avons vu comment Buffalo a été éliminé. Buffalo a été éliminé, mais ils ont joué. Ils n'étaient pas du tout ridicules. Et quand nous prenons le cas des AEFC, les AEFC passent aujourd'hui au deuxième tour préliminaire. Personne ne vendait cher la peau des AEFC. Et pourtant, ça veut dire que le championnat s'est bien déroulé. Ça a permis à nos joueurs d'être en jambes. Et nous souhaitons que ça continue. On a vu les U23 qui ont affronté le Togo. Donc le Congo. On a vu un peu ce que ça donne. On sent quand même que le seul fait que le championnat soit régulier a permis à nos joueurs d'être encore compétitifs. Donc il suffirait maintenant qu'on maintienne le rythme pour espérer que nos équipes aillent un peu plus loin. Alors, on va parler sport maintenant. On parle déjà sport d'ailleurs, pour donner quelques actualités. Si on coupe comme ça, il faut relever également le chantier ou les défis à relever par ce comité exécutif de la Fédération béninoise de football dirigé par Mathurin Techacus. Il est vrai que le championnat s'est bien déroulé sans problème majeur, mais toutefois, il y a des couacs qu'il faut signaler. Il y a, par exemple, les aires de jeu, des stades homologués qui sont impraticables pour un football, pour le jeu de football. Il faut que cette fois-ci, la commission qui se charge d'homologuer ces stades fasse son boulot dans les règles de l'art, parce qu'il ne faut pas homologuer un stade pour faire plaisir à un membre du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Il faut que le football béninois, qui s'est révélé à la face du monde, j'allais dire, je ne dirais pas seulement à la face du continent africain ou des Africains, à la face du monde, avec cette belle prestation face au Maroc, notamment en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, et pour chuter face aux futurs finalistes, les Lions de la Teranga du Sénégal. Il faut qu'on laisse les enfants s'exprimer dans des conditions adéquates. Il y a également quelque chose qui est fondamental pour que ce football maintienne le cap les années à venir. C'est la direction technique nationale. La direction technique nationale qui n'existe pas au Bénin. Qui n'existe plus. Pas plus. On a toujours eu un directeur technique national et non une direction technique nationale à la Fédération béninoise de football. Aujourd'hui maintenant, avec le rêve que Mathurin Techacus et son équipe nous vendent, il faut essayer d'installer dans les prochains jours cette direction technique nationale pour que le football à la base permet désormais à l'équipe nationale d'être fournie en de talents pour maintenir son rang sur le continent. Il y a également un acte que le comité a posé récemment, il y a 2 week-ends, si j'ai bonne mémoire, le fait de délivrer désormais une licence fédérale aux pensionnaires des centres de formation. Cela va nous faire éviter de subir une fois encore la honte du 2 septembre 2018 où le Bénin a été renvoyé où les écureuils cadets ont été renvoyés comme des malpropres de Niamey à cause de la triche sur l'âge des joueurs. Donc il reste tellement de défis à relever par ce comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Je ne parle même pas des projets que Mathurin Techacus lui-même a annoncé que son équipe va réaliser avant le terme de leur mandat en 2022. Le chrono tourne. Oui, donc. La construction des écoles de football féminin à Lokossa, construction des centres et écoles de formation des jeunes pousses du football béninois à Ndali, la rénovation du centre d'excellence du football de Missérété. Il y a beaucoup de choses à faire. Des défis à relever encore pour l'équipe. Il faut que la guerre ou les guéguerres entre membres du comité exécutif ou entre acteurs de ce football cessent, parce qu'il y a une paix, qui prévaut depuis... Une accalmie. Je dirais une accalmie. Une paix apparente, allez-y. Oui, c'est une accalmie et espérons que ça devienne une vraie paix. C'est ça, parce qu'on a l'impression qu'on veut quelque chose,
mais il y a quelque chose par derrière et qui retient les acteurs. C'est comme les joueurs disaient que l'argent tirait le maillot par derrière. Ce qui est normal parce qu'ils viennent quand même tous de très loin. Tout le monde vient de très loin dans le foot béninois. Donc c'est normal encore qu'il y ait des petites guéguerres qui subsistent. Le temps juste de trouver le juste milieu pour que tout aille bien. Il faut saluer un homme, le chef de l'État, Patrice Talon, qui a vu juste le 23 décembre 2016 en invitant ces protagonistes de la crise du football béninois à s'asseoir pour signer un protocole d'accord. De ce protocole d'accord, nous sommes là et du 21 juin au 10, si je peux le dire, au 10 juillet, le Bénin était uni derrière son 11 national. Quelques actualités sportives, Kales Kitobe, merci. Prochainement, on en parlera. Non, mais je voudrais dire que pour que tout cela marche correctement, il y a forcément besoin d'argent. Parce que sans argent, on ne peut pas manger. S'il n'y a pas l'argent, il y a l'argent, non? Non. On parle des pelouses aujourd'hui qui ne sont pas forcément à la norme. Il faut de l'argent. Il y a des budgets pour ça. Une bonne pelouse et pour l'entretenir. Parce que c'est dans l'entretien que tout se joue. Donc, tout ce qu'il y a aujourd'hui, il faudrait que les hommes d'affaires, les entreprises béninoises puissent être convaincus. Merci à vous. C'était le débat sur Frimatin. Le comité annonce déjà plus d'1 milliard de francs CFA pour soutenir les clubs. Merci à vous. C'était le débat. Vous avez commencé encore à aimer le débat plus que moi-même. Merci à vous. C'était le débat sur Frimatin. Et l'actualité sportive à présent. Nous allons nous rendre directement au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou, où se déroule depuis ce mardi la deuxième édition du camp de vacances Omnisport. Il faut dire que c'est l'association Omnisport Play and Flourish qui a initié ce camp depuis l'année dernière et cela vise à promouvoir le sport à la base. Nous en parlons tout à l'heure dans le débat. C'est le sport à la base. L'objectif de ce camp initié par l'ONG Play and Flourish. Hier, nous étions là-bas pour voir comment ça se passe et nous avons vu des enfants enthousiastes qui s'informaient, qui essayaient de pratiquer les disciplines sportives inscrites pour le compte de cette année, 9 au total. Et regardez ce compte rendu. Démarré ce mardi, le camp de vacances Omnisport 2019 aborde sa deuxième journée ce mercredi 28 août 2019. Âgés de 3 à 15 ans, les participants sont venus découvrir certaines disciplines sportives pratiquées au Bénin. Depuis hier, j'ai découvert de nouvelles disciplines comme le tchoukball, l'escrime, le badminton et le thompson ball. Ce qui m'a principalement motivé, c'était le fait de découvrir d'autres sports que je n'ai jamais fait. Et bon, surtout me distraire aussi, comprendre, m'amuser aussi avec ces différents sports. C'est ça qui m'a le plus intéressé. Pour le compte de la matinée du deuxième jour, les enfants travaillent dans 3 ateliers, badminton, escrime et thompson ball, au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Sous la direction des moniteurs du thompson ball, ils s'informent et s'essayent à la pratique de la discipline. C'est un jeu de passe-passe, quoi. Tu dois essayer de ne pas te faire toucher. Mais si c'est un coéquipier qui te lance ça, tu peux le prendre. C'est comme la balle aux prisonniers. Et c'est un bon sport, quoi. On apprend à se faire confiance. On reste solidaire et avec ça, on reste éveillé, quoi. Il faut être toujours prêt. Si tu n'es pas prêt, ça veut dire que tu ne comprends pas vraiment ce sport. Les participants dégagent le même enthousiasme au niveau de l'escrime. Eulode Aoucheme et Fred Lokoso se chargent de leur transmettre leur passion. C'est un jeu de contact, donc on bouge beaucoup dans ce jeu. C'est divertissant, là au moins, bon, on bouge dans tous les jeux, mais ce jeu particulièrement demande de la concentration des mouvements, des réflexes. Donc c'est le jeu qui m'a le plus intéressé pour l'instant. Très intéressant, les moniteurs sont très patients, ils nous expliquent bien, on comprend bien et ça correspond vraiment à mes attentes. Oui. Le président de l'association Omnisport Play and Flourish se réjouit de l'engouement que le camp suscite auprès des enfants, notamment les filles. L'engouement des enfants, je ne peux que être satisfait de la participation que nous avons pour cette deuxième édition, même si certes,
la participation, le nombre de participants est inférieur à celle de l'année dernière, notamment au niveau des hommes. Mais je peux m'encourager parce que nous avons une forte participation au niveau des femmes à cette deuxième édition. 9 disciplines contre 6 lors de la première édition sont inscrites au programme du camp de vacances Omnisport 2019 jusqu'au 31 août prochain. Cette année, les organisateurs ont souscrit à une police d'assurance pour couvrir les éventuelles blessures des participants. Le programme se poursuit aujourd'hui avec notamment du karaté et du volleyball. Et demain, il y aura également d'autres disciplines sportives que les enfants vont découvrir. Et une actualité des Béninois aux 12e Jeux africains Rabat 2019 et Roméo Ntia nourrit encore l'espoir d'une deuxième médaille du Bénin à ces joutes continentales. Il s'est qualifié pour la finale hier en faisant un bond sur le concours du saut en longueur 7 mètres 55. Il faut dire c'est demain à 16h35 que la finale de ce concours du saut en longueur des 12e Jeux africains Rabat 2019 va se disputer. Bonne chance à l'écureuil donc. Merci à vous, Lariosa Diagouenon, Carles Kitomé, toute l'équipe de Fruits Matin, Kadera Chirou, Bertie Akochaye, Chimène Dade, Christian, Jefté et puis Pédiga. Nous vous remercions pour l'attention. À demain pour un autre numéro. Portez-vous bien. Au revoir.